Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce nouveau forum sur New World Info. Des élections émaillées de violence avec mort d'homme du jamais vu au Bénin, sauf en 2019, sous la présidence Talon. Est-ce qu'il s'agit d'une panne de la démocratie béninoise ou des douleurs de l'enfantement du Bénin révélé? C'est la grande interrogation autour de laquelle nous allons tourner cette semaine avec deux invités. Je vous les présente, Ghislain Sounko. Monsieur Sounko, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Monsieur Sounko est administrateur civil. Vous êtes entrepreneur également, conseiller conjugal et matrimonial et porte-parole de la présidence de la diaspora béninoise au Togo. Oui. Donc ça fait quelques années que vous vivez au Togo. Oui. C'est un pays qui vous a bien accueilli, j'espère. Oui, très bien, nous sommes à l'aise au Togo. D'accord. Avec vous, Serge Talon, qui porte bien son nom. Monsieur Talon, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est Serge Talon, historien, membre aussi de la diaspora béninoise au Togo. Vous êtes carrément un Togolais, hein? Bon, je peux le dire carrément un Togolais. Donc, j'ai passé toute ma vie ici. Je passe toute ma vie ici. Donc, je peux dire je suis carrément Togolais. Et si tout va bien, peut-être que nous serons rejoints au cours de cette émission par l'honorable Dakpe Sossou, qui est député de la 8e législature au Parlement béninois. Alors, donc, on commence avec vous. Le président Talon a promis un nouveau départ lors de la campagne électorale qu'il a portée au pouvoir, voici 3 ans environ. Mais franchement, est-ce qu'on n'assiste pas plutôt à un faux départ, monsieur Sounko? Merci, monsieur le journaliste. À la date d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que nous assistons à un faux départ. Nous assistons à un réel départ parce que, avant l'avènement du régime de Talon, il y avait des choses qui se passaient et qui ne se passent pas aujourd'hui. Tout ce qu'il a eu à promettre dans son projet de société lors des campagnes électorales, tout ça, il est en train de les mettre en pratique aujourd'hui. Donc, nous ne pouvons pas parler d'un faux départ. Il s'agit d'un vrai départ que nous sommes en train de vivre au Bénin. Il a parlé de rupture, de nouveau départ. Mais est-ce que cette rupture n'engendre pas beaucoup de douleur? Parce que quand on écoute les Béninois, il y a des murmures, des frustrations. On ne va pas dire de tout le monde, mais beaucoup se plaignent. Oui, monsieur le journaliste, justement, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Nous sommes dans une situation où on a dit qu'on est parti de quelque part. Il y avait des trucs qui se faisaient, des choses qui se faisaient. On a dit non, on doit dire hâte à tout ça et prendre un nouveau départ. Alors, ce nouveau départ doit avoir des conséquences, aussi bien positives que négatives. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc, c'est ce à quoi nous assistons actuellement selon vous. Alors, monsieur Talon, Oui. Vous pensez également que ce nouveau départ est un vrai départ? Oui, effectivement, comme vient de le dire monsieur Ghislain, je crois que c'est une rupture, un vrai départ. Il vient de le dire. Le Bénin se trouvait dans un système donné. Donc, avec l'avènement de Patrice Talon au pouvoir, il voulait faire quoi? Il voulait donner une autre image à ce pays-là. Et les détracteurs croyaient que ce dernier voulait faire du mal à ce pays. Non. Non. Il est là pour un projet donné. Et je crois que à cet instant, il fait son boulot. Donc, je crois qu'il est dans sa logique. Et je crois que Patrice Talon va atteindre ses objectifs. Mais quand on parle de rupture, de nouveau départ, ça suppose que le passé avait beaucoup de problèmes. Qu'est-ce qui était la difficulté au Bénin? En quoi les anciens régimes ont échoué? Qu'est-ce qui faisait problème sous la présidence des autres pour qu'on parle de rupture, de nouveau départ? Qu'est-ce qui était le problème? Sans indexer, monsieur le journaliste, vous n'êtes pas savoir que dans la gestion de l'administration publique au Bénin, et surtout ce qu'on a vécu récemment avec le président Yahi, il y avait eu pas mal de fraudes que nous avons décriées. Par exemple, les concours frauduleux, les détournements de fonds publics qui continuent de faire l'actualité jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu détournement de fonds publics? Bon, les autorités seraient citées dans des problèmes de détournement de fonds publics et vous n'êtes pas sans savoir que ces autorités ne sont plus au Bénin aujourd'hui parce qu'ils ont des démêlés avec la justice qui est en train de les chercher, puis ils ont préféré prendre la clé des gens. Alors il y avait un certain nombre de choses qui se passaient de façon négative que M. Talon n'a pas approuvé. Il a dit que nous allons prendre un nouveau départ.
C'est tout ça qu'il est en train de corriger à la date d'aujourd'hui. Et pour preuve, il y a des concours frauduleux, comme je disais tout à l'heure, que l'autre avait fait et qu'il a annulé. Il a dit que ces concours-là, les conditions dans lesquelles il s'était passé n'étaient pas des conditions orthodoxes et qui permettaient l'égalité de tous les Béninois devant le service public. Donc, compte tenu de tout ça, il a annulé ces concours. Il a pas mal de choses. Il a dit non, ces trucs-là ne doivent pas passer. La fraude fiscale, l'évasion fiscale et consorts, il est en train de réguler tout ça aujourd'hui. Oui, mais quand on prend les régimes précédents, c'est vrai que l'actuel président Patrice Talon n'était pas au pouvoir, mais il était l'homme de l'ombre qui, dit-on, manipulait beaucoup de décisions au niveau du pouvoir. On sait, c'est inscrit de Polichinelle, que l'arrivée au pouvoir du président Yahi Boni, en tout cas en ce qui concerne son premier mandat, a été beaucoup facilité par un certain Patrice Talon. Ça veut dire que sans être au pouvoir, lui aussi, il avait participé d'une façon ou d'une autre à la gouvernance. Bon, monsieur le journaliste, je ne peux parler que des choses dont j'ai connaissance. Et je ne saurais parler de ce qui fait les fake news sur les réseaux sociaux et consorts. Je ne saurais en parler. Je parle de ce qui est scientifique. Ce que je sais est que qu'on soit dans l'ombre en train de téléguider ceux qui sont au pouvoir, je n'en sais rien. Mais je sais qu'aujourd'hui, il est au pouvoir et il essaie de faire de mieux. Et l'autre chose que je sais est qu'il ne peut pas rester dans l'ombre hier, mal téléguider les choses et se présenter aujourd'hui et dire qu'il va les corriger. Donc, je ne peux pas affirmer de fait qu'il était effectivement dans l'ombre en train de téléguider des choses. Et donc, vous n'avez aucune inquiétude par rapport à ce qui se passe, notamment les dernières élections législatives avec mort d'hommes. Vous ne craignez pas une dérive autoritaire du président Talon qui, finalement, s'octroie beaucoup de pouvoir. Il contrôle le gouvernement. Désormais, l'Assemblée est acquise à sa cause. La Cour constitutionnelle d'une manière ou d'une autre, parce qu'à sa tête, il y a l'avocat personnel, l'ancien avocat personnel du président, Joseph Djokbenou, tout ça. Est-ce que ça ne vous inquiète pas pour une démocratie, un régime démocratique? Non, non, non. Je crois que ça ne devait pas nous inquiéter et ça ne le serait pas. Parce que, comme on vient de le dire, les élections passées, je crois, dans un état de droit, on doit respecter quoi? Il y a la séparation des pouvoirs. Et ces pouvoirs-là sont dirigés par des institutions spécifiques. Par exemple, on ne peut pas oser dire que le président contrôle la justice, contrôle l'exécutif. Non. Le président plutôt a quoi? Ses prérogatives. Il a ses prérogatives. Donc, je vois, il y a un petit problème à ce point-là que les détracteurs, par exemple, si je prends les partis politiques qui ont souhaité participer à ces élections-là, ils n'ont pas ils n'ont pas des conditions nécessaires pour pouvoir y participer. On a parlé du code électoral qui a été voté en 2018. Il y a la charte des partis politiques. Et concernant l'article même 46 du code électoral, le boss ou le président même de l'institution de la Sénat a fait quoi? A instruit... La Commission électorale nationale autonome. Oui, a instruit les partis politiques sur certains points. Donc il a dit, ce jeu-là n'est pas un jeu en disant, moi si je vais essayer de présenter, voir si ça peut passer ou pas. L'article 46 a été spécifique sur les conditions pour pouvoir y participer. Ils n'ont pas remis ces conditions. C'est quand même bizarre qu'une loi ne puisse être respectée que par les proches du président Talon. Au Bénin, on a connu une démocratie bouillante, une société civile qui bouge beaucoup. En dehors de tous ceux qui sont proches de Talon, c'est quand même... Est-ce que ce n'est pas suspect que tout ce monde-là ne puisse pas remplir les conditions et que ce soit seulement les proches de Talon qui aient réussi à avoir le quitus, les certificats, les fameux certificats de conformité? Moi, je crois que sur ce point-là, il n'y a pas un rapprochement. Par exemple, si je prends l'UP et le Bloc républicain, oui, les deux partis soi-disant proches, pour participer soi-disant proches du président, ils ont remis les conditions nécessaires. Par exemple, si je prends le FCBE, le USL, oui, et celui de Javon et PSR, certainement, ils n'ont pas remis les conditions. Monsieur Sonko, est-ce que ce n'est pas suspect, franchement, que tout ce monde de l'opposition soit écarté au nom d'une nouvelle charte des partis politiques et un certificat de conformité
qu'eux, ils n'auraient pas réussi à obtenir, alors que tous les proches de Talon réunis dans ces deux groupements dont parlait M. Talon tout à l'heure ont pu facilement réunir les conditions. Très bien. Au Bénin, nous sommes dans un état de droit. Tout est prévu par la loi. En conséquence, si la loi électorale prévoit que pour se présenter comme candidat aux élections législatives, il faut remplir un certain nombre de conditions, alors ne pourront se présenter valablement à ces conditions comme candidat à ces élections que ceux qui remplissent ces conditions. Dans ce cas, oui, les rumeurs, les intoxications disent que le président de la République a favorisé ceux qui sont proches de son parti politique. Ils vont jusqu'à dire qu'il a nommé les députés à l'Assemblée nationale, ce que je ris tout simplement. Pourquoi je ris? Parce que les élections sont faites suivant les normes légales. Quand on regarde dans l'arsenal juridique qui a été mis en place, on ne reproche rien ni dans la forme, ni dans la procédure, quant à l'acceptation de ces deux partis politiques comme candidats aux élections législatives. Par contre, on va dans le fond pour dire la loi d'ici, il faut contourner cette loi. Mais pourquoi contourner la loi? Parmi ceux qui critiquent cette loi aujourd'hui, il y en a hier qui ont voté cette loi. Alors, s'ils ne sont pas en mesure de respecter la loi, s'ils savent que... Vous faites allusion à Adrien Ngwedi. Effectivement. Bon, je ne fais pas allusion à Adrien Ngwedi. Justement, Adrien Ngwedi, il a voté la loi tout comme tout le reste. Il n'a pas pu prendre part aux élections, mais il n'a pas fait du bruit comme tout le reste parce qu'il sait que, étant citoyen, il est soumis à la loi. Mais si lui, c'est en ça que j'ai approuvé sa sagesse. Il sait qu'il est soumis à la loi, que c'est cela ce que la loi dit, que c'est ça qui a été appliqué, par conséquent, qu'il n'y a pas de bruit à faire. Il a fait preuve de sagesse. Pourquoi les autres ne peuvent pas faire preuve de sagesse comme lui et se mettre à dire qu'on a favorisé une partie de la population et se mettre à créer des intoxications, des fake news, pensant faire du mal au président de la République? Et quoi qu'on dise, ces élections se sont déroulées quand même dans des conditions particulières. Le taux de participation a suscité une grosse polémique. La Sénat a sorti un taux d'environ 20%, redressé à la hausse par la Cour constitutionnelle. Les opposants parlent de 5, de 8%. Ce qui a été quand même constant au cours de ces élections, c'est que les Béninois ne se sont pas déplacés. Est-ce que ce n'est pas une forme de protestation de la population par rapport à ce qui se faisait, ce qui se dénonçait par rapport à l'organisation de ces élections? À mon avis, c'est une forme de protestation organisée par ceux qui avaient les intérêts en jeu et qui ne pouvaient pas prendre part aux élections législatives. Oui. Je m'explique. La frange de la population qui n'a pas été votée, c'est ceux-là qui ont suivi la résistance imposée par ceux qui n'avaient pas pu remplir les conditions pour pouvoir se présenter aux élections et qui demandaient au président de la République de prendre des mesures exceptionnelles pour pouvoir les favoriser à aller aux élections, ce qui ne pouvait pas être le cas. Donc, ceux-là qui ont fait la résistance, c'est ceux qui ont suivi, je ne les appellerai pas les hors-la-loi, je les respecte beaucoup, mais c'est ceux qui ont suivi ceux qui ne veulent pas respecter la loi. En conséquence, si on voit que, par exemple, que le taux de participation c'est à 20% ou 22%, rehaussé à la hausse, comme vous le dites, 5% selon l'opposition, chacun sait d'où il tient ces chiffres. Est-ce que les élections ont eu lieu malgré la résistance? Oui. Si ça a eu lieu, est-ce qu'il y a des instances qui ont prévu que dans les conditions données, il faut annuler les élections? S'il n'y a pas d'instances qui ont prévu ça, même si c'est une seule personne qui est allée voter le jour des élections, on va considérer le pourcentage donné par cette personne-là et prendre en considération ceux qui ont pu être favorisés par les urnes. Mais est-ce qu'il n'y a pas un déficit de légitimité dans ce cas-là? Justement, il n'y a pas de déficit de légitimité parce que, comme je le disais tout à l'heure, tout a été fait
selon la loi. Oui, mais ça, c'est la légalité. Mais il n'y a pas un pincement au cœur aujourd'hui. C'est quand même une assemblée, on va dire, monocolore, d'une seule couleur. Est-ce que le Bénin peut se vanter d'avoir une assemblée sans l'opposition? Oui, bon, je crois sur ce point-là, nous n'allons pas tergiverser. Oui, Ghislain a tout dit. Les partis qui ont rempli les conditions nécessaires ont pris part à ces élections-là. Un point trait. Un point trait. Et je crois que nul n'est au-dessus de la loi. D'accord. Nul n'est au-dessus de la loi. On va suivre le point de vue de deux personnalités que nous avons interviewées au Bénin, en l'occurrence le directeur de la communication du président Talon, Williandre Mbedji. Mais d'abord, on va écouter un leader d'opinion, on peut l'appeler le pape de la société civile, Patrick Armand-Pognon. Il s'est prononcé aussi sur les derniers développements de l'actualité au Bénin. On suit leur intervention, ensuite les commentaires. À tout de suite. À une réaction de frustration. Une réaction de frustration parce que ce n'est pas le genre de choses qu'on aurait pu... On ne peut pas s'attendre à ça. Une frustration parce qu'on aurait pu éviter ça. Une frustration parce que c'est des morts de trop. Et donc, par rapport à ça, vous pouvez comprendre que le stratège que je suis ne peut pas comprendre qu'on puisse faire autant d'erreurs de stratégie pour arriver à ça. Et quand il dit erreur de stratégie, je parle des deux camps. Et donc, il va falloir que nous sortons rapidement de cette situation et que plus jamais ça. Vous savez, en politique, lorsque vous voulez envoyer un homme politique qui a pour carrière politicien à la retraite anticipée, il va vous pourrir la vie. Et ça, c'est une erreur stratégique que le président Patrice Talon a minimisée. C'est-à-dire que leur boulot, c'est politique. Leur boulot, c'est député. Donc, on a décidé de les mettre à la retraite. C'est normal. Et ils vont perturber la vie de l'autre. Ils n'ont plus rien. Quand on prive quelqu'un de tout, il réagit avec tous les moyens, légaux comme illégaux, qu'il peut trouver. Donc, à partir de cet instant, le gouvernement, quelles que soient les situations, la loi et tout ça, vous savez, quand vous prenez la Cour constitutionnelle dans un pays, beaucoup disent que la Cour constitutionnelle dit le droit. Non, c'est une cour politique. Donc, elle dit le droit dans le sens de la paix. Elle dit le droit dans le sens de l'apaisement. Elle dit le droit pour éviter les morts. Donc, à partir de cet instant, il fallait que nous trouvions les voies et moyens pour éviter ces morts qui sont de trop. Au niveau de l'opposition, ils n'ont rien anticipé. La stratégie n'était pas pensée. Nous sommes dans un pays où, dommage, le régime n'a pas un stratège, l'opposition n'a pas un stratège, et on navigue à vue. Ça a produit ce que ça devait produire. Voilà ce que nous avons vécu. L'Assemblée qui est en place découle d'un scrutin législatif organisé conformément aux lois de la République. Certes, il y a eu des polémiques, parce que certains n'ont pas pu remplir les conditions pour être qualifiés. Certes, il y a eu tellement de menaces, on a vendu tellement de terreur aux populations, à telle enseigne que certaines ont pu s'empêcher d'aller voter. Mais il reste que le scrutin a eu lieu, les résultats ont été proclamés et tout s'est déroulé comme prévu par les lois de la République. À partir de cet instant, l'Assemblée a été installée et fonctionne. Le président de la République a fait une annonce. Tous ceux qui se rendront disponibles pour prendre part aux échanges seront les bienvenus autour de la table et le président de la République discutera avec les uns et les autres en tant que président de tous les Béninois. Le président de la Vous, République. vous les avez écoutés, donc Patrick Armand-Pognon, Williandre Mbedji. Je retiens des propos de Patrice Talon que c'est dangereux de mettre à la touche des professionnels de la politique. Est-ce que, quelque part, il n'a pas raison? Je vous pose la question, M. Sounko. Oui, il a raison, c'est très dangereux de mettre à la touche les professionnels. C'est très dangereux de mettre à la touche les professionnels de la politique. Maintenant, qu'est-ce que vous mettez dans ces professionnels de la politique? Des gens qui ont pour boulot, qui ont pour occupation la politique. Oui, mais si leur occupation, c'est la politique, on doit leur donner le droit d'exercer cette occupation. Et je ne pense pas que M. Patrice Talon ait refusé à quelqu'un son droit, le droit d'exercice de sa profession. Donc pour vous, il n'y a pas empêchement, tentative d'empêchement. Ce n'est même plus tentative puisque c'est des gens consommés
personne n'a été empêché, à votre avis, parce que c'est ce que crie l'opposition. Ils sont nombreux. Mais si quelqu'un Derek était Moudete, empêché, Yahi Boni, l'ancien président Nicéphore Soglo, tous, ils se sont trompés, selon vous? non, écoutez, si quelqu'un était empêché, la personne serait empêchée par la loi. Il n'y a pas un individu, une personne de la République qui a empêché quelqu'un d'autre de jouir de cette prérogative. C'est au regard de la loi que des gens ont été empêchés. Quand vous prenez par exemple le cas de l'ancien président, des anciens présidents de la République, je vais nommer les excellences, monsieur Yahi Boni et Nicéphore Soglo. Qu'est-ce qu'ils cherchaient au juste? Ils ont occupé les plus hautes fonctions de la République. Pour moi, la plus haute fonction de la République, ce n'est pas le président de l'Assemblée nationale, c'est le président de la République. Et à leur place, je ne peux pas être un président de la République et chercher à être un membre de l'Assemblée nationale. C'est tout comme si je suis en train de diminuer ma balle. Un de deux. C'est des gens qui, en principe, devraient être des conseillers pour le président de la République. Que le président de la République devrait consulter de temps en temps sur les grandes questions de la nation. Ce ne sont pas des gens qui doivent soulever le peuple contre la gestion du pouvoir. Ça devrait être des gens de référence. Nous sommes au Bénin. Nous ne sommes pas en France ou dans un pays où on a un conseil constitutionnel composé d'anciens présidents. Donc ils doivent savoir qu'ils ont déjà fait leur temps et qu'ils doivent laisser la main à l'autre pour gérer le pouvoir comme il l'entend. Quitte au peuple de lui donner des comptes rendus, de lui demander des comptes rendus ou de le sanctionner à travers les urnes à venir. Malgré tout, hein, la vie reprend au Bénin, parce que les escarmouches n'ont duré que 48 heures, 72 heures. Pourquoi, selon vous, les choses sont rentrées vite dans l'ordre, M. Talon? Ben oui, les choses sont rentrées vite en ordre parce que, arrivé un moment, les protagonistes ont su que la population béninoise est en danger. La souveraineté de la population doit être quoi? Le plan premier. Donc, il fallait quoi? Il fallait que l'atmosphère soit détendue. Il fallait que chacun s'occupe à ses occupations. Chacun se vaque à ses occupations. Donc, je crois qu'arrivé un moment, ils ont compris si vite qu'il fallait que la vie reprenne sa marche. Donc, je crois que c'est dans cette logique que vous allez voir arriver un moment, tout s'est estompé. Est-ce que c'est un calme précaire où il faut craindre encore un rebondissement dans les jours à venir, hein? Une sorte d'accalmie avant une nouvelle tempête? Est-ce que ça peut reprendre encore ces éruptions de violence? Non. Pour vous, tout est définitivement rentré dans l'ordre? Sûrement. Et je crois très fort. Monsieur Sonko? Oui. Je ne peux pas dire qu'il y aura encore de soulèvement. Ce que je souhaite pour mon pays, c'est la paix. Ce que je souhaite, c'est que tout le monde puisse s'entendre. Et je remercie Monsieur le Président de la République qui, lors de son dernier discours à la nation, a tendu la main à l'opposition, a tendu la main à tout le monde pour que nous puissions réfléchir ensemble et construire notre pays. Donc, dans cette perspective, ce n'est pas certain qu'il y ait encore de soulèvement. Le Béninois, il aime trop la paix. Le Béninois n'aime pas la violence. Donc, sur ce, nous déplorons très amèrement ce qui s'est passé les 1er et 2 mai passés. Nous déplorons ça, parce que ce n'est pas le typique du Béninois. Depuis 1990, on n'a rien observé de pareil. Et si ce n'est pas à cause de cette loi électorale qui a porté atteinte aux intérêts particuliers de certaines personnes, on n'en serait pas arrivé là. Mais quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de récriminations, beaucoup de Béninois qui estiment qu'ils commencent par tirer les diables par la queue et le singe par la langue, que les conditions deviennent de plus en plus difficiles sous la présidence du président Patrice Talon, lui qui a contrario, promis la prospérité à son pays. Que se passe-t-il? Est-ce qu'ils exagèrent? Est-ce que la situation économique du Béninois lambda aujourd'hui est en train de changer négativement? Bon, il faut dire que la question doit être prise en compte très individuellement et subjectivement. Oui. Chacun sait ce qu'il vivait, les relations qu'il avait dans le passé et ce qu'il vit aujourd'hui, les relations qu'il a aujourd'hui et en quoi ça l'impacte. Donc, de façon générale, effectivement, la rumeur, ça court dans les rues que ça ne va pas, ça ne va pas. Mais je vais vous dire une chose. Quand vous allez à Cotonou, vous entendez ça aussi? On entend ça même. Je vais vous dire une chose. Oui. Depuis que moi je suis né, j'ai grandi au Bénin,
j'ai fait mes études primaires, secondaires et universitaires au Bénin, mais je n'ai jamais entendu dire que ça va. J'ai toujours entendu dire que ça ne va pas. Donc ça veut dire que c'est le refrain de tous les jours. Aujourd'hui, le mécanicien se lève, il va au bord de la voie, il fait son travail, il revient à la maison la nuit, le soir. Celui qui a sa moto ou son véhicule gâté, il va chez lui, on répare, il fait sortir de l'argent, il paye. L'autre va à la maison, il fait à manger à ses enfants. L'autre va au boulot, il travaille, on lui paie son argent à la fin du mois. Qu'est-ce qu'on veut encore? Monsieur Talon, Oui. les Béninois, certains Béninois disent que ça ne va pas financièrement. C'est dû à quoi? Financièrement, bon, je ne saurais le dire, mais je crois que avec l'avènement de Patrice Talon au pouvoir, vous allez voir, si nous prenons par exemple l'inflation, ou peut-être au niveau du taux d'accroissement ou de croissance, Oui. en 2015, c'était à 2,1%. Mais suite à l'avènement de Patrice Talon, vous allez voir aujourd'hui, nous sommes dans les 6, voire 7% de croissance. Donc ça prouve que des efforts louables se Le taux de font. croissance qu'on met en relation avec la bonne santé de la filière coton, le coton dont il est finalement le roi aussi. Hein. Oui, oui. Il est encrié chef de cette filière de l'or blanc. Oui, c'est un opérateur économique après tout. Donc, je crois qu'aujourd'hui, si on parle de conditions de vie, vous m'excusez, conditions de vie déplorables ou difficiles, je crois que ce débat ne devait pas être un débat houleux. Oui, mais pourquoi ce taux de croissance dont vous parlez, 6-7%, ne se traduit pas dans le quotidien du Béninois lambda? Si possible, ça se traduit. Parce que si on parle de rupture, il fallait faire quoi? Il fallait quitter un système donné pour un autre système. Et ça a des conséquences négatives et positives. Par exemple, si quelqu'un peut-être avait des liens si proches de l'ancien système, bénéficiait facilement, c'est-à-dire de ce lacisme-là, aujourd'hui, si le président a d'autres visions, pour pouvoir resserrer un peu ce système-là, les gens vont toujours crier. Il y a certains qui se déplacent, ils se vaquent à leur activité, ils mangent à leur faim, et voilà. Je crois que l'emploi ne se décrète pas, mais ça suit un processus donné. Et je crois que en tenant compte des projets élaborés par son Excellence, je crois que dans peu de temps, les Béninois vont s'en réjouir. Et qu'en est-il de ce que les autres ont appelé la chasse aux sorcières? Ça fait quand même une brochette de personnalités politiques qui a pris la proue d'escampette. Sébastien Javon, Léadi Tsoglo, Komi Kouché, et bien d'autres, tous à l'extérieur. Est-ce que ça ne fait pas beaucoup? Est-ce que ça ne vous inquiète pas, M. Soumko? Quand nous allons les prendre au cas par cas. Nous allons les prendre au cas par cas. Sébastien Javon. Oui, quand on prend M. Sébastien Adjavon, que je respecte, que j'admire, que je respecte beaucoup, quand on prend son cas, effectivement, aujourd'hui, il est à l'extérieur, ce qui n'est pas une bonne chose pour le Bénin, parce que, étant à l'extérieur, il ne participe plus à la vie de la République. Oui. Ce que nous ne souhaitons pas. Mais pourquoi il est parti à l'extérieur? Tout le monde sait que l'opérateur économique a des démêlés avec la justice. Oui. Il y a une affaire de cocaïne pour laquelle il a été interpellé par la justice. Oui. Et la CREAT a rendu son verdict. Il serait condamné. Et puis, pour ne pas exécuter sa peine, il a pris la clé des champs. Ben, la Cour Alors, africaine de justice a estimé que c'était un procès qui n'était pas équitable. Ça veut dire qu'en quelque sorte, Sébastien Adjavon n'a pas bénéficié d'un procès qui puisse dire aujourd'hui qu'il a tort. Nous sommes un pays souverain après tout. Et nous, je veux dire que si on a le droit de juger les nationaux de notre pays, quand la Cour, comment vous l'appelez déjà? La Cour africaine de Voilà, la justice. Cour africaine de justice ou bien la Cour Des africaine droits des de droits l'homme. de l'homme, le CADH, se prononce et dit que le procès n'était pas équitable. Elle aurait ses arguments, mais après tout, personne n'a obligé M. Sébastien Adjavon à quitter le Bénin. Oui, parce qu'il a été condamné et s'est senti menacé. Il est parti, tout comme un autre Patrice Talon qui était parti en son temps.
aujourd'hui, M. Patrice Talon lui tend la main et lui demande de revenir au pays. Pour aller en Il pouvait prison. au pays, pas pour aller en prison forcément, il pouvait revenir au pays. La justice, c'est la justice. Il pouvait revenir au pays et puis on pouvait lui accorder, je ne sais pas, une grâce présidentielle ou je ne sais quoi. Je pense qu'il a les voies de recours en interne qu'il peut faire et avoir peut-être bien de cause. Alors, S'il sait qu'il n'est pas mêlé de près ou de loin à cette histoire, pourquoi prend-il acquis des champs? Je prends la deuxième personnalité, M. Lialis Souglou. C'est le maire de la commune de Cotonou. l'ancien maire. Bon, l'ancien maire de la ville de Cotonou, bien sûr. On a fait des audits au niveau de la mairie et on a su que l'administration communale, sur le plan de la gestion des finances, c'est-à-dire des avoirs de la commune, était mal gérée. Il était reproché un certain nombre de choses et le préfet a pris un arrêté pour le suspendre provisoirement. Et au lendemain de sa suspension, il a pris la clé des champs pour partir. M. Talon ne l'a pas renvoyé du Bénin. Quand il est au Bénin, il contribue au développement du Bénin. On ne l'a pas condamné, lui comme l'autre, mais il a pris la clé des champs. J'ai l'impression que se mettre sous l'appellation d'exilé politique béninois est un plaisir que les gens s'utilisent aujourd'hui pour se retrouver à l'extérieur du pays. Nous avons besoin de pourquoi ils nous fuient. M. Patrice Talon n'a pas l'intention de les chasser de notre pays. On sait que jusque-là, il y avait des gestions, il avait une manière de gérer les choses. Mais si on ne fait pas de contrôle, est-ce qu'on peut corriger cette manière? La troisième personne, c'est qui déjà, monsieur? Comme Kouché. Monsieur Komi Kouché. Il serait cité dans des affaires de détournement de fonds publics, de deniers publics. Même chose, la justice l'a interpellé, il a refusé de venir au pays. Monsieur Patrice Talon ne demande pas à quelqu'un de partir. S'il est resté au pays, qui sait? Il va contribuer valablement au quotidien des Béninois. Si M. Komi Kouché crée des entreprises au Bénin, ce n'est pas de l'emploi qu'il a créé, ce n'est pas de la richesse. Personne n'a intérêt à ce qu'il soit exilé. M. Patrice Talon non plus n'a intérêt à ce que les ressortissants de son pays soient à l'extérieur de ce pays. Il sait qu'il a intérêt à ce que cela revienne, donner leur contribution à l'émergence de notre pays, le Bénin. Mais l'épiscopat a fait une sortie la semaine dernière à Cotonou où il estime que le retour de ces, on va dire, réfugiés politiques est nécessaire pour la sauvegarde de la concorde nationale au Bénin. Il demande donc au président Talon d'user de son pouvoir pour les ramener au pays. Ça veut dire que c'est une nécessité. Le président peut, dans un geste d'apaisement, contribuer au retour de toutes ces personnes. Oui, il peut le faire. Il peut le faire en usant de ses pouvoirs, de ses prérogatives, ou en usant de ses relations, je ne sais quoi. Il peut le faire. Et pourquoi ne le fait-il pas? Ce qui concerne Sébastien Adjavon, est-ce que ce n'est pas un opposant, un adversaire dangereux qu'on essaie d'écarter? Parce qu'on sait le rôle que Sébastien Adjavon a joué dans l'arrivée au pouvoir de Patrice Talon. Bon, moi, je crois que... C'est un poids politique. Il avait obtenu autour de 23-24%. Il estimait même avoir devancé Patrice Talon dans les chiffres. Alors, moi, je crois que sur ce point, le président de la République a besoin de ses pairs pour pouvoir mieux développer le pays. Et on ne parlera pas de la chasse aux sorcières. Non. Aujourd'hui, je crois que Sébastien Javon, Kouché et les autres, Patrice Talon ne peut pas les poursuivre parce qu'il sait très bien qu'il a besoin de ces derniers pour le développement du pays. Bah, ils sont poursuivis, pas qu'ils ne non. pas les si réellement, ils ne sont pas mêlés à ces choses données, je crois qu'ils ne peuvent pas quitter le pays. Ils savent très bien le pourquoi ils ont quitté le pays. Mais je crois, le président Talon, il est à bras ouverts et nous sommes confiants qu'il va peser de tout son poids pour que ces derniers reviennent au pays pour le développement durable du Bénin. Et d'ailleurs, nous avons posé la question à son directeur de la communication, William Mbedji, sur la question des réfugiés politiques ou supposés réfugiés politiques béninois à l'extérieur. On suit sa réponse. Et puis, il faut dissocier les termes. Y a-t-il des réfugiés politiques? Y a-t-il des fugitifs? Ce que je sais, c'est qu'il y a certains de nos compatriotes contre qui des procédures judiciaires
ont été ouverts et qui, pour cette raison, ont pris la poudre d'escampette. Est-ce qu'on appelle ça un réfugié politique? Je ne crois pas. Dans tous les cas, et c'est la position du président de la République, comme il dit lui-même que nul ne devrait manquer au chantier de construction du Bénin. Le président de la République considère que tous les Béninois, où qu'ils se trouvent, quelle que soit leur tendance politique, ont le devoir et le droit de participer à la construction du Bénin. De ce point de vue-là, tous ceux qui veulent être sur le territoire national, ou même depuis l'extérieur, et apporter leur contribution, c'est leur droit le plus absolu de le faire. Il y en a qui sont dehors conjoncturellement, qui décident demain de rentrer au pays, ils rentrent, et ils sont chez eux au Bénin. Si quelqu'un n'a pas de dossier en justice, je suis sûr que la justice n'ira pas le chercher. Si quelqu'un a des dossiers dans le cadre du fonctionnement normal de la démocratie, la justice cherchera à faire la lumière sur les dossiers dans lesquels il serait impliqué. Et cela étant, personne ne dirait qu'il s'agit pour la justice ou pour le pouvoir d'empêcher X ou Y de s'exprimer ou d'empêcher la contradiction. Non. Mais retenons que tous les Béninois, où qu'ils se trouvent, ont le droit et le devoir de contribuer à la construction de leur pays et personne ne les en empêchera. Voilà le point de vue de William Mbedji, le président de la République qui a annoncé dans la foulée des violences post-électorales la tenue d'un dialogue politique pour essayer de recoller les morceaux. Est-ce que c'est parce qu'il se sentait en difficulté qu'il a fait cette annonce? C'est souvent le cas en politique. Est-ce que c'est un dialogue sincère pour recoller les morceaux ou c'est une stratégie pour calmer l'opposition, pour l'endormir? Bon, je ne pense pas qu'il y ait un père de famille qui voudra que ses enfants soient divisés et soient loin de sa maison. C'est comme l'évangile de l'enfant prodigue. Aucun père de famille ne veut que ses enfants soient à l'extérieur. Et en tant qu'un bon père de famille, il veut que ses enfants reviennent. Il tend la main à tout le monde. Ce n'est pas une stratégie pour calmer les ardeurs, mais c'est une stratégie de construction, de reconstruction de notre pays. Ce n'est pas quand tout le monde sera, c'est-à-dire chacun dans son sens, que ça pourra aller. C'est quand tout le monde est ensemble et dit la même chose que ça peut aller. N'allons pas faire du Bénin la Babylone, où tout le monde va parler diverses langues. On ne pourra pas construire le pays. On ne pourra pas. Mais de la même manière, le pays ne peut pas être apaisé quand les uns mangent et les autres croisent les doigts. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Certains Béninois, beaucoup d'ailleurs, estiment qu'ils sont mis à la touche, ils ne sont plus députés, ça veut dire qu'ils ne vont plus percevoir leurs dus, leurs indemnités, ce qui a constitué pendant longtemps. Ça revient à la question du départ de ceux qui n'ont pas pu se présenter aux élections. Oui. Alors, s'ils n'ont pas pu se présenter aux élections parce qu'ils ont voté une loi qui les a écartés, c'est la faute à qui? Nous, ce n'est pas quelque chose que nous admirons, mais nous leur souhaitons de la patience. Ils vont revenir dans 4 ans et reprendre leurs fonctions s'ils sont élus. Qu'ils fassent le nécessaire pour qu'aux prochaines élections, ils puissent remplir les conditions pour se présenter légalement. C'est ce que nous leur souhaitons. Mais au-delà des élections, certains estiment aussi que la plupart des marchés publics sont attribués aux proches du président ou à une cellule constituée à cet effet, que les richesses ne sont pas réparties équitablement entre les Béninois, ce qui crée des frustrations. À votre avis, est-ce que le président de la République, en tout cas, a gardé ses talents d'homme d'affaires à la tête de l'État? Mais je viens de dire tantôt que nous sommes dans un état de droit où tout est fait selon les normes préalablement établies. Dès qu'on lance l'avis d'appel à manifestation d'intérêt et que vous candidatez, vous remplissez les conditions. On analyse l'offre technique et l'offre financière, on vous note. Et on voit que vous avez la meilleure note. Je ne pense pas qu'on ne puisse pas vous attribuer le marché. Je ne pense pas. Donc, dans le cas du Bénin, il faut distinguer ce qui est vrai des rumeurs, ce qui est vrai des intoxications.
quand quelqu'un a ses intérêts en jeu, c'est normal que la personne parle de la manière dont vous êtes en train de parler. Si quelqu'un postule avec d'autres personnes, mais c'est vu, recalé par rapport à d'autres personnes, généralement, on ne se demande pas ce en quoi on a failli, ce qu'on n'a pas pu respecter pour être recalé. On dit, mais il a donné ça à quelqu'un qu'il connaît et il m'a écarté. C'est généralement cela. Mais dans le fond, scientifiquement, qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne fais pas partie des commissions de passation des marchés publics, donc je ne peux pas le savoir. Pour conclure cette première partie de notre émission, est-ce que vous le connaissez tout de même que le président Talon a perdu du poil de la bête, a perdu une forme de popularité qu'il avait portée au pouvoir? Il y a eu une forme d'enthousiasme après les élections. Est-ce qu'il n'a pas perdu cette popularité aujourd'hui? Je pense avec vous, Serge Talon. Non, non, non. Sur ce point, moi, je suis catégorique. Parce que la majorité de la population croit toujours au projet, au programme politique de Parti Talon. Vous parlez de majorité, à quoi vous la mesurez? Oui, par exemple, je reviens un peu sur ces réalisations sur le plan social. Sur le plan social, plus de 430 milliards de francs CFA ont été investis dans le domaine social. Par la construction d'un hôpital de référence, par l'assurance maladie octroyée à 200 voire 300 000 personnes. Donc je crois que... On a parlé des cantines scolaires aussi. Oui, oui. Dont le budget a été porté d'1 milliard à 7 milliards sous la présidence Talon. Oui. Donc ça prouve que le président a une vision pour le social. Et pourquoi, malgré cette vision, on ne sent pas sa popularité monter, grimper au fil des jours? Monsieur Sonko. Bon. À la date d'aujourd'hui, à quoi on peut mesurer sa popularité? Au taux de participation lors des dernières législatives. Oui, mais les taux de participation, on a compris comment ça s'est passé. Les gens se sont levés, ont refusé à d'autres personnes d'aller voter. Ce n'est pas le problème à Talon. Talon ne s'est pas présenté aux législatives. Les urnes n'ont pas apprécié la cote de popularité de Talon. Non? Ce que nous devons retenir, c'est quoi? Talon est à mi-mandat. Il a mis en place des réformes. Et dans la vie politique normale, dans la première année, vous êtes apprécié. Si c'est 5 ans, dans la première année, vous êtes apprécié. Mais dans les 3 années qui suivent et où vous devez faire des choses, normalement, où vous devez tabler, réguler, la cote de popularité, ça tombe toujours. Ce n'est pas avec Comme Emmanuel Macron en France. Voilà, ça tombe toujours. C'est dans la première année que maintenant, on peut voir si effectivement sa cote a tombé ou pas. Parce qu'après les 4 premières années, la population analyse, est-ce que ça a été positif ou est-ce que ça a été négatif? C'est ça qu'on remarque dans la dernière année que la personne fait au pouvoir. Donc à la date d'aujourd'hui, on ne peut pas dire concrètement que la cote de popularité de M. Patrick Talon a baissé. Pour vous, quelle est sa réforme majeure qui vous a touché, qui a touché les populations? En quoi il a été un bon président selon vous? À mon niveau, selon moi, vous avez dit. Exactement. Donc c'est dans les réformes institutionnelles qu'il a mises en œuvre là. C'est ça que moi, personnellement, j'ai apprécié. Aujourd'hui, les présidents des institutions politico-administratives au Bénin ne sont plus domiciliés par le président de la République comme avant. C'est-à-dire domiciliés comment? C'est-à-dire ils ne sont pas soumis à, comment on appelle, à ce que dit le président de la République comme ça se faisait dans le temps. Et où tout le monde suivait ce que le président de la République disait. Je vais donner un exemple. Dans le cas des élections passées, chaque institution a fait son travail normalement. La Sénat pouvait prendre exemple sur le fait que les candidats aux élections législatives ne voudraient pas participer ou bien faisaient du bruit et ne pas faire son travail. Mais la Sénat fait son travail normalement et les élections ont été régulièrement organisées. Aujourd'hui, chaque institution fait son travail sans tenir compte de où est-ce que c'est bloqué. Ce n'est pas leur problème. Donc, le fait que M. Talon arrive à impacter chaque institution de la République, c'est un peu positif pour moi. Et je souhaite que ça continue comme tel. Mais est-ce que la liberté d'expression n'a pas pris un coup? Parce que j'étais à Cotonou récemment, mais quand vous interrogez, vous tendez votre micro, il n'y a plus cette facilité de s'exprimer qu'on a connue au Bénin par le passé.
Bon, moi, j'ai plutôt... Beaucoup ont hésité par 2 fois avant de répondre à nos micros. Beaucoup nous ont dit, maintenant, il faut savoir tenir sa langue. Voilà, justement. Moi, dans la période électorale, j'étais dans plusieurs groupes de résistance sur WhatsApp. Oui. Les gens s'exprimaient. Oui, ben vous sans- parlez des réseaux sociaux. Moi, j'évoque les médias où c'est beaucoup plus sensible. Oui, mais c'est la même chose. Les médias continuent de fonctionner. Les gens montrent toujours que non pour dénoncer et ceux qui doivent dénoncer, les gens continuent de parler. En tout cas, moi, je ne suis pas journaliste, je n'ai pas rencontré les gens personnellement, mais je les entends. Donc, vous ne sentez pas qu'au Bénin aujourd'hui, certains ont des difficultés à s'exprimer. Les débats contradictoires sont de moins en moins présents sur les médias. Hein. C'est plutôt le contraire que moi je constate, parce que partout je constate que tout le monde critique le président Patrice Talon. À Cotonou, au Bénin. Hein. Oui, à Cotonou, même chez moi, au service, partout, les gens critiquent M. Patrice Talon, c'est plutôt le contraire que moi j'ai constaté. En tout cas, votre point de vue a été noté. On va marquer une pause. On suit une nouvelle édition du journal. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour évoquer encore les réformes du président Talon. Et on se demandera si ces réformes ne nécessitent pas un consensus plus large pour pouvoir aboutir. Gardons nos positions d'écoute. On se retrouve dans une dizaine de minutes.